Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous entendez bien, ça distord pas trop le son, ça va. Merci d'être venu pour cette inauguration, on va dire, d'un nouveau cycle de conférences qu'on a voulu consacrer à la question du lien entre travail et politique. Dans un contexte, évidemment, ça ne devra pas échapper, qui va être fortement marqué par le tropisme politique dans les 6 mois qui viennent, 7, 8, oui, voilà. Et donc, dont la question du travail, dans ce contexte politique, risque probablement d'être assez absente, comme assez souvent, même si par le passé on a eu effectivement la question du travail a été convoquée, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, à travers le slogan du travailler plus pour gagner plus, qui est une forme d'instrumentalisation du travail, bien évidemment, qui ne renvoie pas et qui ne touche pas et qui ne questionne pas et qui ne renseigne pas et qui n'essaie pas de travailler la question du sens, de la valeur, de qu'est-ce que permet le travail. De ce point de vue-là, d'ailleurs, en France, on se signale particulièrement à travers les enquêtes qui sont menées, en particulier les enquêtes qui sont menées sur les valeurs, qui sont des enquêtes régulières menées à niveau européen. Et je réfère là aux travaux de Dominique Méda et de Davoine, où on s'aperçoit d'une contradiction, on va dire, quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que d'un côté, le travail suscite des attentes très très fortes, beaucoup plus fortes que dans d'autres pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, ou même comparé aux États-Unis, etc. Donc au-delà de l'Europe même. Il suscite des attentes très très fortes. Et d'un autre côté, le travail est une source de grande insatisfaction, de revendications fortes, et pour tout dire, d'une insatisfaction. Donc voilà, on est dans quelque chose, là, il y a un hiatus. Et c'est pas seulement l'enquête valeur, une enquête tout à fait récente qui vient de sortir, qui est très robuste, de l'enquête de l'INSEE, emploi du temps, qui analyse donc toutes les activités, le temps passé dans les différentes activités. Une question qui a été posée pour la première fois d'ailleurs dans ce type d'enquête sur le degré de satisfaction qui était apporté par les différentes grandes activités que sont les activités physiologiques, l'entretien de soi, etc., dormir, manger, aimer, etc., le travail, le loisir, le travail domestique, etc. Et sur une échelle de notation qui avait été construite par l'INSEE, le travail arrive en dernière position, derrière le travail domestique, derrière le temps de transport même, enfin, voilà. Donc on voit que là, il y a une véritable crise dont on peut trouver des explications, et c'est à ça qu'on va essayer de répondre, enfin en tous les cas de répondre, d'essayer en tout cas de réfléchir au cours des prochains mois, à travers des analyses à la fois ergonomiques, économiques, sociologiques, voilà. Et donc voilà, c'est à travers ce questionnement un petit peu, je dirais, de paradoxal. Alors, c'est vrai que le travail, une des explications, c'est que le travail a été recouvert par la question de l'emploi, et dans un contexte de chômage fort, comme on connaît depuis 30 ans, c'est pas quelque chose de surprenant. Donc c'est vrai que la question du travail a été souvent abordée par cette question biaisée de l'emploi, biaisée mais en même temps très nécessaire, bien évidemment. Simplement le lien n'est pas toujours bien fait, et il est clair que, effectivement, par exemple, la perduration d'un chômage de masse met le travail à distance, de fait, à travers son lien très très fort, parce que le lien emploi-travail, on ne peut pas non plus s'en exonérer. Donc voilà. Et puis aussi la question le travail est une création de valeur, en même temps qu'il apporte une capacité, enfin, l'épanouissement de soi, des facteurs d'identité, etc. Et donc cette dévalorisation du travail par rapport à d'autres indicateurs de richesse, qui sont des indicateurs de type financier ou de productivité par exemple, amène une dévalorisation du travail à travers des recherches d'intensification. Là aussi, toutes les enquêtes européennes, en particulier celle de
la fondation de Dublin sur les conditions de travail montre un accroissement depuis 20 ans de l'intensification du travail. Alors voilà, ce type de questionnement, ce hiatus entre attentes portées sur le travail et la réalité, nous amène à essayer aujourd'hui de voir un petit peu, d'essayer de déblayer un peu ces questions-là. Et en particulier, du point de vue des ergonomes, François, alors je vous présente nos deux intervenants de la soirée qui vont parler. Donc François Huveau, qui est ergonome, professeur à Paris 1, et puis Christian Dutertre, économiste, vous les connaissez tous, hein, qui est professeur à Paris 7. Pour les ergonomes, il y a peut-être là une question qu'on peut, qui est à creuser sûrement, et qui sont creusées, et c'est celle de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Cette question de l'engagement de l'individu dans son travail, est-ce que ça, cette question de cet écart, si on la travaille, est-ce que ça ouvre un espace pour le politique? François. Alors la consigne ce soir, c'est qu'on fasse bref les uns et les autres pour que la discussion puisse s'engager, sachant qu'on est sur un cycle qui va revenir à plusieurs reprises sur les différents contenus qu'on va développer. Pour démarrer donc la question de savoir comment, à partir de l'ergonomie, se construit pas une question politique. Je dirais plus que de l'ergonomie, c'est les sciences du travail dans lesquelles l'ergonomie est faite à une place assez particulière du point de vue justement de la mise en évidence de cette dynamique de l'activité et de l'écart que cette activité introduit avec la tâche. Alors, je vais dire la chose suivante, qui est à la fois un classique en ergonomie, mais quand même un classique qui est pas mal revisité par ce qu'on fait, les réflexions qu'on développe, le travail qu'on mène. Je voudrais faire ici allusion au fait que, par exemple, l'ami de Barkat qui est là a développé lors d'une séance au CNAM récemment, qui est audible par téléchargement et qui aura une suite le 22 mars, exactement ces thèmes-là aussi, mais du côté philosophique. Il y a une communauté de pensée qui se développe avec des spécifications ou des spécificités les uns des autres, mais qui fait quand même ensemble allusion à l'idée suivante. L'enjeu de l'activité, le sens de l'activité, c'est de faire en sorte que la division du travail ne s'incarne pas, ne se précipite pas, pour dire comme ami, dans une division du sujet. Autrement dit, le point de fond ici, c'est que par l'activité, le sujet résiste à un danger qui serait la division du même en des dimensions psycho, physio, sociaux, diverses, faisant écho, ce faisant, à une division d'organisation qui elle-même répond à ce genre de découpage dans l'univers supposément social. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que tout de suite, dans la question de l'activité, ce qui se joue, c'est la capacité de résister, de faire exister autre chose. Donc l'enjeu d'une liberté, c'est par là que se construit l'enjeu de l'émancipation par rapport à l'organisation. Alors, le point sur lequel je voudrais simplement insister, pour être très rapide, c'est qu'il y a, pour ainsi dire, deux époques qu'il faut qu'on considère, c'est-à-dire l'époque à partir de laquelle et sur laquelle les sciences du travail se sont développées, qui est rapidement dit l'époque, on va dire, taylorienne ou frandio-taylorienne, et puis l'époque actuelle, qui est difficile à qualifier, mais qui se caractérise par le fait qu'on est dans une définition et dans une situation un peu différente. Dans ce moment-ci, je vais me tenir à ça. Ce qui est intéressant pour nous dans la période taylorienne, c'est que la division du travail, elle est soutenue par le droit. Et que ce qui se joue, c'est que le droit organise le fait que dans l'organisation, on ne fait pas n'importe quel usage de soi. Et que, certes, l'organisation appelle un sujet subordonné, qui donc, de ce point de vue-là, suspend ce que dans l'espace social, dans l'espace commun, il peut prétendre en termes d'égalité. Il n'y est pas là égal, il est subordonné. Que cette subordination passe par un consentement qu'il fait, c'est-à-dire qu'il participe à un geste qu'on lui demande, qu'on lui prescrit, mais auquel il consent.
et qu'il le fait dans un cadre où il y a une garantie qui est censée jouer qu'on ne fait pas n'importe quoi de lui.